Salut les amis, c'est Adrien depuis l'Assemblée nationale pour un nouveau point politique. Alors on le constate, Macron a la trouille. Il a la trouille de cette colère populaire qui monte sur la question du pouvoir d'achat. Il a la trouille de ce qui va s'exprimer samedi 17 novembre avec cette colère populaire qui monte dans le pays. Cette colère, bien évidemment, on parle beaucoup de la taxation sur les carburants, mais en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase bien plein. Souvenez-vous-en, les choix budgétaires d'Emmanuel Macron, c'est d'abord de redistribuer toujours plus à ceux qui ont déjà beaucoup et ensuite d'attaquer par exemple les retraités avec la hausse de la CSG alors que dans le même temps, il donne toujours plus à ceux qui ont déjà le plus. Et mis bout à bout, ça fait beaucoup. Vous avez par exemple les factures d'énergie qui augmentent parce qu'on nous avait promis, souvenez-vous-en, que lorsque l'on ouvrirait à la concurrence les opérateurs de l'énergie, eh bien alors les prix diminueraient. En réalité, on voit que ça ne se vérifie pas, c'est même le contraire qui se passe. Dans le même temps, vous avez les complémentaires santé qui augmentent. On vous promet un panier de soins sur quelques soins qui seraient avec le zéro reste à charge, mais vous le savez comme moi, les factures des complémentaires augmentent et vous ne pouvez plus vous soigner sans souscrire désormais à des complémentaires toujours plus onéreuses, tant et si bien d'ailleurs que 3 Français sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons budgétaires. Tout cela mis bout à bout avec la taxe sur les carburants, eh bien c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va donc s'exprimer, cette colère va s'exprimer ce 17 novembre. Bien sûr, le prix des carburants n'est pas uniquement le fait des taxes. D'ailleurs, il y a par exemple les cours de pétrole qui fluctuent, c'est vrai. Mais néanmoins, avoir une politique qui consiste à augmenter les taxes sur le carburant ne fait pas une politique écologiste. Pourquoi ? Parce que si les gens n'ont pas le choix, si on ne leur offre pas d'alternative à un modèle de la voiture individuelle, alors ils paieront davantage. Bien sûr que si vous multipliez le prix à la pompe, les gens vont faire le sacrifice. S'ils n'ont pas le choix pour conduire leurs gamins à l'école, s'ils n'ont pas le choix pour aller travailler que de prendre leur voiture, alors ils vont faire sacrifice financier. Mais dans le même temps, eh bien peut-être ce sera des loisirs en moins, ce sera pourquoi pas des repas pour les enfants en moins. Bref, un pouvoir d'achat qui est durement attaqué. Le gouvernement nous dit mais c'est parce que l'urgence climatique l'exige. Mais nous sommes d'accord pour dire que l'urgence climatique exige une politique ambitieuse. Nous sommes d'accord pour dire à la France insoumise qu'il faut sortir du diesel et des énergies fossiles. Mais on attend toujours qu'on nous fasse la démonstration qu'en augmentant les taxes unilatéralement, notamment auprès de Françaises et de Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, alors cela va faire sortir du diesel ou des carburants. Non, c'est absolument hypocrite. Et d'ailleurs, on peut interroger la cohérence des choix prétendument écologistes d'Emmanuel Macron. Quelle est la cohérence de cette politique quand d'une part, on augmente les taxes sur les carburants, alors que d'autre part, on ouvre à la concurrence la SNCF, ce qui fait que les opérateurs vont maintenant se soucier non plus simplement de rendre service, ce qui est la mission du service public, mais de rentabilité. Et donc vous allez avoir peut-être, ça et là, des petites lignes qui, si elles sont considérées comme non rentables, vont fermer. Alors que vous le savez comme moi, ces petites lignes offrent une véritable alternative à la voiture individuelle. Donc quelle est la cohérence ? Quelle est la cohérence quand on taxe les carburants d'un côté et que dans le même temps, Emmanuel Macron poursuit la politique du libre-échange avec les accords du type CETA qui font que le grand déménagement du monde se poursuit. Est-ce que cela, ça ne pollue pas ? Quelle est la cohérence d'augmenter les taxes sur le carburant mais de laisser tranquilles les plus gros industriels pollueurs qui par ailleurs, eux, ne seront pas embêtés ? Quelle est la cohérence à augmenter les taxes sur les carburants mais de ne pas taxer davantage les voyages qui utilisent du kérosène, les croisières? Ce 2 poids 2 mesures n'est plus tenable et ça ne fait pas une bonne politique écologiste. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut sortir du diesel et des carburants et des énergies fossiles, mais pour le faire, il faut une politique écologiste globale qui offre véritablement aux citoyens une alternative. Par exemple, en zone urbaine, ça pourrait passer par le fait de financer les transports en commun gratuits et de ne pas avoir ces abonnements qui coûtent très cher, qui font que les gens ne peuvent pas se les payer et n'ont pas un véritable choix entre la voiture individuelle et le transport en commun. Le transport en commun gratuit permettrait de faire en sorte que tout le monde les fréquente davantage. Ça désengorgerait les routes également. Bref, ça serait positif. De la même manière, en zone rurale, si l'on investissait véritablement dans des modes de transport alternatifs, des transports en commun, dans le ferroviaire, plutôt que d'ouvrir à la concurrence, alors les gens auraient véritablement un choix. Là, ils n'ont pas le choix. Donc il y a une véritable injustice, une injustice sociale, une injustice fiscale. Et nous portons cette parole qui consiste à dire qu'on ne peut pas mener une bonne politique écologiste avec l'injustice fiscale par ailleurs. C'est une erreur que de considérer qu'on peut faire l'écologie contre le peuple, une écologie antipopulaire, une écologie antisociale. Nous sommes, à la France insoumise, celles et ceux qui disons que
L'ambition climatique, l'ambition écologiste doit se faire dans la justice fiscale et sociale. Ce deux poids deux mesures n'est plus supportable. Donc le 17, il y aura des mobilisations. Et comme le gouvernement a peur, il a trouvé le moyen d'abord de menacer celles et ceux qui seraient tentés de bloquer en disant attention, vous prenez vos responsabilités, etc. Manière d'essayer de vous dissuader de passer à l'action. Et dans le même temps, il trouve quelques mesurettes sur un coin de table comme on a vu Édouard Philippe le faire. Quelles mesurettes? Il nous propose quoi, Édouard Philippe? Il nous propose par exemple une prime, certes intéressante, de 4 000 € pour l'aide à la conversion, vous savez, qui permet de changer de véhicule. C'est-à-dire qu'on s'enferme quand même encore dans le modèle de la voiture individuelle. On propose aux gens non pas de renoncer à la voiture, mais de changer de voiture. Alors on nous dit c'est pour acheter des voitures électriques ou des voitures hybrides. Très bien, regardons. Combien ça coûte, à votre avis, une voiture électrique ou une voiture hybride? Au bas mot, ça va chercher autour de 20 000 €. Donc avec les 4 000 €, même si c'est un effort financier, on est très loin du compte. Ensuite, Édouard Philippe nous dit on pourrait généraliser cette expérience qui se mène dans les Hauts-de-France du chèque énergie. Bien évidemment, on pourrait la généraliser, sauf qu'il dit c'est peut-être plutôt aux collectivités, aux régions directement de le financer. Mais jusqu'à preuve du contraire, les collectivités ont déjà été lourdement mises à contribution. Et les régions n'ont pas nécessairement les moyens de financer ce chèque énergie. Et par ailleurs, vous le savez, ce ne sont pas les régions qui récoltent les recettes de ces taxes supplémentaires, c'est bien l'État. Et chose intéressante d'ailleurs, est-ce que la hausse des taxes sur les carburants finance la transition écologique, comme le prétend le gouvernement? Assurément non. On estime que c'est environ 19 à 20% des recettes de ces taxes supplémentaires qui vont financer la transition écologique. Par conséquent, les Français ont bien compris une chose, c'est que quand ils remplissent leur réservoir de carburant, quand ils n'ont pas le choix que de procéder de cette manière, de faire usage de leur véhicule individuel, ils savent bien qu'en payant des taxes, ils ne financent pas un modèle vertueux de transition écologique. Ils financent les choix budgétaires de ce gouvernement, qui consistent en quoi, s'il vous plaît? À supprimer l'ISF, à faire la flat tax, à distribuer aux plus riches. Et ça, les gens l'ont bien compris. C'est ce deux poids deux mesures qui n'est plus supportable. Donc le 17, il y aura ces mobilisations. Édouard Philippe a essayé de nous vendre à la radio quelques mesures supplémentaires, l'augmentation de 50 € de la prime énergie. En réalité, ce sont des mesures qui étaient déjà votées à l'Assemblée nationale. Il s'est présenté sur le plateau en disant « j'ai des nouvelles à vous annoncer, des nouvelles propositions ». C'est des choses qui avaient déjà été votées. Et ce n'est pas la première fois que ce gouvernement nous fait le coup. Bref, on voit bien, c'est l'improvisation générale parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce mouvement auto-organisé. Qu'allons-nous faire ce samedi? À la France Insoumise, nous avons salué cette initiative citoyenne qui n'est le fait d'aucun parti politique. Et d'ailleurs, nous notons avec intérêt que les initiatrices et initiateurs de ce mouvement ont été les premiers à dénoncer la récupération politique de l'extrême droite. Donc nous n'allons pas, nous, en tant que mouvement, adresser un nouvel appel à manifester. Mais nous le disons, nous encourageons ces mobilisations. Et des insoumises, des insoumis, nombreux, choisiront sans doute d'y participer, d'autres peut-être soutiendront le mouvement tout en gardant leur distance. Et pour ma part, je pense que si je suis disponible et qu'il y a une mobilisation là où je me trouverai samedi, sans doute je m'y rendrai. Sans écharpe tricolore, sans drapeau, sans distinction, mais je soutiendrai cette mobilisation populaire en tant que citoyen tout simplement. Voilà ce qu'il faut dire. Nous appelons à une politique écologiste globale, par la planification écologiste, pas à quelques mesurettes qui feraient que prétendument on mène une politique écologiste qui en fait n'est qu'une politique antisociale. Or, l'écologie ne peut pas se passer de la justice sociale et fiscale. Alors ce deux poids deux mesures, il se vérifie dans d'autres domaines. Vous avez vu qu'il semblerait, après qu'on ait beaucoup répété que la fraude et l'évasion fiscale étaient une véritable catastrophe dans ce pays, il semblerait que Gérald Darmanin soit pris soudain d'un élan de volontarisme. Alors il dit oui, il y a de la fraude et de l'évasion fiscale, d'ailleurs on va se doter des moyens, parce que cette affaire quand même, il y en a pour 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros qui échappent au fisc chaque année. Ça fait à peu près 1 600 € par an et par contribuable. Il y en a des choses à financer avec ce montant. Alors Gérald Darmanin nous dit on a trouvé la solution, on va investir dans ce qu'ils appellent du data mining, c'est-à-dire en gros ils vont aller fliquer les publications publiques sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et ainsi peut-être voir si par hasard vous ne seriez pas en photo à côté d'une voiture qui laisserait à penser qu'il y aurait peut-être anguille sous roche. Mais est-ce qu'on avait besoin de Facebook pour s'attaquer à certains fraudeurs du fisc? Est-ce que par exemple, monsieur Bernard Arnault, comme a posé la question mon collègue Loïc Prudhomme tout à l'heure dans l'hémicycle, monsieur Bernard Arnault, qui dispose d'un yacht qui coûte 130 millions d'euros, ce qui est bien connu, qui est possédé par une société maltaise,
et qui navigue sous pavillon des îles Caïmans, est-ce qu'il a besoin du coup de supprimer toutes les photos qu'il y a sur son compte Facebook? Est-ce que d'ailleurs il y avait besoin de son compte Facebook pour se rendre compte de ce qu'il se passait? Assurément non. Je vous invite à aller voir la question qu'a posée au ministre tout à l'heure mon collègue Loïc Prudhomme. Bref, c'est encore une fois, en matière fiscale, un deux poids deux mesures. On va aller suspecter les petites gens qui peut-être seraient à côté d'une voiture qui coûterait un peu plus cher, etc., qui pourrait leur être prêtée. Par contre, il y en a, ils ont pignon sur rue, on sait qu'ils sont en cause dans des dossiers de fraude et d'évasion fiscale, mais eux, ils sont tranquilles, pas de problème. Ça participe également de cette colère populaire, ce deux poids deux mesures, qui fait que vous soyez puissant ou pas, eh bien vous n'êtes pas traité de la même manière. Et ça, c'est insupportable. Les Français, ça les met beaucoup en colère et ils ont raison d'être en colère. Alors nous avons une actualité chargée, notamment ce week-end, puisque après la mobilisation qu'il y a ce samedi, que l'on va suivre avec beaucoup d'attention, nous avons un dimanche 18 novembre extrêmement chargé. D'abord, nous ferons à Épinay-sur-Seine les rencontres nationales, les premières rencontres nationales des quartiers populaires. Vous savez que dans ces quartiers, souvent relégués en périphérie des villes, se concentrent toutes les difficultés. Nous sommes soucieux à la France Insoumise de donner voix au chapitre, aux personnes qui habitent ces quartiers populaires, parce qu'il y a une énergie absolument débordante qui ne demande qu'à participer à un projet collectif. Beaucoup d'acteurs associatifs font déjà ce travail, mais avec toujours moins de moyens, et nous le voyons. Nous avons fait des rencontres locales, il y en a eu en début de semaine par exemple à Lille, et donc on va faire cette première rencontre nationale. Je vous invite donc, si vous êtes dans le coin, et même si vous ne l'êtes pas et que vous pouvez vous déplacer, à venir à Épinay-sur-Seine ce dimanche 18 novembre pour les premières rencontres nationales des quartiers populaires. Il y aura beaucoup de monde, et notamment à 14 h, un discours de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, dimanche 18 novembre, nos regards seront tournés sur la première circonscription de l'Essonne, là où Manuel Valls a abandonné son siège. Bon, en vrai, il l'avait abandonné bien avant de démissionner, puisqu'il n'était pas souvent présent, il faut le dire, à l'Assemblée nationale. Et nous avons notre candidate, Farida Amrani, candidate de la France Insoumise, avec son suppléant, Ulysse Rabaté, qui retourne à l'élection. Et le premier tour, c'est ce dimanche 18 novembre. Véritablement, nous demandons aux électeurs et électrices de la première circonscription de l'Essonne de nous envoyer ce renfort sur les bancs de la France Insoumise. Nous en avons besoin, et croyez-moi, Farida honorera bien plus la fonction de parlementaire et de député que n'a pu le faire récemment Manuel Valls, qui maintenant s'apprête à aller concourir à Barcelone. Clairement, ce serait un signal envoyé à tout le pays que faire en sorte que Farida soit la 18e députée de la France Insoumise. Qui plus est, la première fois en 2017, Farida a manqué l'élection à 139 voix seulement. Et sur ces 139 voix, il y en a 66 qui ont été qualifiées d'irrégulières par le Conseil. Donc on a toutes nos chances. Par contre, il faut quand même noter que sur place, et j'y suis allé la semaine dernière en réunion publique et en visite avec Farida, Ulysse et leurs équipes, il y a un écosystème un peu étrange qui consiste en gros, pour le résumer, à faire tous contre la France Insoumise. Vous avez le candidat de droite qui est soutenu par des gens de La République En Marche, vous avez le candidat revendiqué de la majorité présidentielle, le successeur de Manuel Valls, qui est soutenu par toute la coalition des maires de droite de la circonscription, et puis vous avez cette coalition face à Farida et la France Insoumise. Vous avez même celles et ceux qui, à gauche, vous savez, sont souvent très soucieux de la division à gauche parce que c'est terrible la division à gauche, parce qu'il faut que la gauche se rassemble, il faut que la gauche s'unisse et c'est le grand drame qu'elle soit dispersée. Et donc qui donnent des leçons à longueur de journée, des tribunes sur des belles revues de gauche en papier glacé, etc. qui disent qu'il faut que la gauche se rassemble. Eh bien ceux-là, les amis du rassemblement de la gauche, participent d'une vraie dispersion, d'une vraie division sur le terrain à Évry. Vous avez par exemple une liste en face de Farida Amrani, avec le Parti communiste français et Génération. Et puis vous en avez une autre avec le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire qu'on est à deux doigts d'envoyer une députée insoumise à l'Assemblée, mais ceux-là préfèrent jouer la concurrence face à nous, alors qu'ils sont tellement soucieux des divisions à gauche et de ce que ça provoque. Bref, nous ne sommes pas dupes de cette situation. Nous menons campagne sur le fond. Beaucoup de députés y sont passés. Jean-Luc Mélenchon sera en meeting cette semaine sur place, aux côtés de Farida et de son équipe. Et nous souhaitons ardemment que ce renfort nous arrive à l'Assemblée nationale très bientôt. Vous le voyez aussi, le débat a commencé sur les élections européennes, la campagne a démarré. Emmanuel Macron nous explique que l'Europe protège, qu'elle serait un rempart au nationalisme, sans voir qu'il fait partie du camp des eurolibéraux qui impose une politique libérale partout en Europe, qui sème une colère, qui sème une misère, qui profite à ceux qu'il dénonce par ailleurs. Et ça, bien évidemment, il ne le dit pas. Il faut quand même se rappeler que
M. Orban, en Hongrie, siège dans le même parti européen que Mme Merkel. Donc ces gens-là, c'est du pareil au même. Et ça n'est pas la France insoumise qui pousse à la dislocation de l'Union européenne comme on peut le voir. Ce sont bien les politiques libérales qui font fuir les peuples et qui font détester l'Union européenne. Ce n'est pas la France insoumise qui a poussé au Brexit au Royaume-Uni. Pourtant, c'est ce qui se passe. La dislocation de l'Union européenne qu'ils dénoncent, ils en sont les responsables. Et face à cette Europe du fric, nous voulons faire émerger l'Europe des peuples, l'Europe humaniste et écologiste. Et nous ne pouvons pas le faire dans le cadre des traités actuels. Bref, nous avons beaucoup de choses à dire, sans compter que bien sûr, comme cette élection va arriver au mois de mai 2019, d'ailleurs, soit dit au passage, dépêchez-vous si ce n'est pas fait de vous inscrire sur les listes électorales d'ici à la fin de l'année, parce que l'élection va avoir lieu au mois de mai 2019. Et comme c'est la première fois pour beaucoup qu'il y aura l'occasion d'aller voter depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, eh bien cette élection va avoir l'effet d'un référendum anti-Macron. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons le faire sans aucune difficulté parce que voter contre Macron et sa politique ici en France, c'est finalement signifier notre désaccord avec les directives antisociales, anti-écologiques et antidémocratiques européennes, puisque l'essentiel de ce que fait Emmanuel Macron ici en France est directement traduit des injonctions de la Commission européenne. Emmanuel Macron, c'est la Commission européenne à domicile. Voilà ce que nous disons. Donc nous avons beaucoup à dire. Et c'est la raison pour laquelle nous entamons des réunions publiques avec les candidats aux élections européennes. Et donc souvent les députés se déplacent pour les soutenir. Et là par exemple, il y en a toute une série dans le Nord. On était il y a quelques jours à Grande-Synthe, où à 6 mois de l'élection, avec les candidats aux élections européennes, nous avons réuni près de 150 personnes, 6 mois avant l'élection, en plein milieu du mois de novembre. On sera cette semaine à Douai, ensuite nous allons aller à Armentières, à Cambrai, à Maubeuge, à Valenciennes, bref, il y en aura partout. Et en même temps, vous voyez, il y a aussi les meetings que fait Jean-Luc Mélenchon, que font les députés, que font les candidats aux européennes. Bref, nous sommes de nouveau à l'action sur le terrain pour aller porter cette parole, pour faire en sorte que, argument après argument, porte après porte, nous soyons contagieux et que nous allions conquérants à cette élection européenne, parce que nous avons la capacité de la gagner. Il n'est pas question de se la laisser confisquer par Emmanuel Macron et Mme Le Pen qui voudraient nous rejouer le deuxième tour pourri d'élection présidentielle. Donc il faut se mobiliser aussi sur cette question des européennes qui approchent. Bon voilà, c'était le petit point politique de la semaine, improvisé depuis l'Assemblée. Si nos vidéos vous intéressent, si vous aimez cette chaîne YouTube, encouragez-nous, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait monter les statistiques et nous, ça nous encourage à continuer ce travail qui, je l'espère, est utile pour faire circuler nos arguments. Voilà les amis, à très bientôt.